Tout, toujours aussi charmante et amicale. Dès ses premières entrées dans le lycée de McKinley, elle s'enferme à double tour dans son bureau, écrivant dans son journal « Cher journal, ce jour est à marquer d'une pierre blanche. Je n'ai toujours pas entendu dans les couloirs Kurt, ainsi que sa petite copine ricanant et toujours en train de rire pour une déception qu'elle pourra chanter devant un public qui ne l'écoutera même pas. Ce jour est à marquer d'une pierre blanche. Rachel n'a toujours pas fait surface. La déception de la chanson de ce lycée. La seule qui ne sait pas mener une équipe à sa victoire. Ce jour est à marquer d'une pierre blanche. Je ne l'ai toujours pas entendu ricaner comme j'entendrai Kurt dans les couloirs. Becky, qu'as-tu à m'offrir aujourd'hui? Becky s'était dressée juste devant Sue et lui dit alors « Rien pour le moment, coach. Rien. » Oui, retourne faire un tour d'exploration. Becky qui était partie en sautillant, toute contente de pouvoir explorer le lycée et de jouer les agents doubles, était partie dans les couloirs. Kurt, qui est à côté de Rachel, était en train de rêver, à gauche ou à droite, regardant le casier de Brittany, le casier de Blaine, ou d'une autre personne quelconque dans le couloir, tandis qu'à côté de lui, à côté de Kurt, se dressait Rachel, debout, sur ses grands escarpins, se tenait Rachel, debout, grande et bien tendue, lui parlant à l'oreille de tout ce qu'elle allait faire aujourd'hui, de ses répétitions, de ce qu'elle allait faire, de ce qu'elle allait voir, de ceux à qui elle allait parler. Dans les classes à côté, qui n'étaient toujours pas ouvertes, les classes qui n'étaient toujours pas ouvertes, les classes qui n'étaient toujours pas mises en place, se trouvaient les profs en train de préparer leurs cours. Garcia, qui était en train de pertinemment s'acharner sur les bureaux, mettant à jour tous les PC, tous les ordinateurs, ainsi que toutes les souris, mettant en place tous des logiciels, ainsi que ce qu'elle allait apprendre aux autres. Des logiciels, des pages, mettant dans les imprimantes des feuilles et des pages qu'elle allait apprendre aux élèves, mettant à jour des logiciels, mettant à jour des PC. Kurt s'était arrêté pendant un bref instant, regardant Garcia, qui était en train de s'acharner sur le PC de droite, le PC de gauche, mettant à jour des logiciels, mettant à jour les claviers, mettant à jour les PC, autant QWERTY que AZERTY, pour rendre la complication aux élèves, autant QWERTY que AZERTY, pour rendre une complication aux élèves, elle mettait à jour des logiciels, qu'ils devaient ensuite débloquer, qu'ils devaient ensuite refaire, redébloquer puis refaire. Caleb, lui dans son coin, était pertinemment en train de mettre à jour un autre logiciel, plus facile, plus simple, plus correspondant à ce que les élèves savaient faire. Garcia était en train de s'acharner sur tout ce qu'elle touchait, tout ce qui pouvait faire part à l'informatique, elle s'acharnait dessus, pouvant faire face à quelque chose qu'elle pouvait mettre en place pour un élève. Caleb était pertinemment assis sur une chaise en train de la regarder, courir à droite et à gauche. Il essayait tout bonnement de lui dire quelque chose. Il n'ouvrait la bouche qu'un quart de seconde pour pouvoir dire quelque chose. Garcia! Pas un seul mot, pas une seule réflexion. Garcia, je crois que tu... Pas un seul mot, pas une seule réflexion. Elle ne cessait de bouger. Rachel était dehors dans le couloir, se cachait pertinemment derrière ses cours. Cela qui n'était pas nécessaire car elle était toute petite à côté de Kurt. Elle se cachait pertinemment derrière ses cours et regardait alors sur le côté de la porte. Elle regardait sur le côté de la porte ce qui se passait à l'intérieur. Garcia, qui était pertinemment en train de capter l'attention de tout le monde en s'acharnant sur les PC, les claviers et les souris, ainsi que Caleb, qui était pertinemment en train d'essayer de capter l'attention de Garcia, qui était en train de s'acharner sur tous les logiciels qu'elle mettait en place.
Au cours suivant, on put apercevoir plusieurs personnes. Au cours suivant, il y avait Rachel qui devait donner cours à un jeune élève qui ne s'était pas encore présenté. Lydia qui était en train de faire ses vocalises. À la simple vue d'un piano, elle était en train de faire ses vocalises. Rachel ouvrit tout simplement la porte, tout bonnement la porte. Lydia, qui était face à un piano, se mit alors à faire ses vocalises. Elle descendit dans le ré, montèrent dans le mi, le fa, le sol, le la et le si. En descendant, en montant sur les notes du clavier, tout en chantant en même temps, on pouvait apercevoir qu'elle chantait si fort que Rachel en avait les oreilles bouchées. Toutes deux en avaient les oreilles bouchées. Un dialogue de sourds s'imposèrent. Elle avait crié tellement fort que Rachel en chantèrent 2 fois plus fort. Elle était enchantée d'avoir une copine avec qui pouvoir faire ses cours de chant. Elle était enchantée d'avoir une copine avec qui faire ses cours de chant, seulement elle ne s'attendait pas à ça. Après avoir crié tellement fort, après que Lydia ait fait ses vocalises, fin prête, elle se dressa devant elle et avait crié sur Rachel. Les cheveux en arrière, les cheveux en pétard, les 2 yeux fermés, ayant reçu du vent en pleine tronche, elle se dressa par terre, ramassait ses bouquins qui étaient tombés par terre, ses livres et ses notes qui étaient tombés par terre. Elles les ramassèrent l'une après l'autre. Elle entendait encore le cri de Lydia, un ultrason qui passait à travers ses oreilles. Un dialogue de sourds s'imposèrent. L'une avec l'autre était assourdie par la voix de l'autre. L'une avec l'autre était assourdie par la voix de l'autre. Lydia qui entrèrent alors, fin prête, et qui dit alors à Rachel, « Qu'est-ce que tu fais ?» Rachel qui répondit en crayon. Rachel qui répondit avec un crayon, en écrivant sur une feuille, « Bah là pour le moment, rien !» Elle répondit en criant, « Rien !» En face d'elle, tout en ayant répondu « Rien !» on put voir Lydia, face au piano, qui refermait alors le synthétiseur tout en éteignant les boutons qui avaient été utilisés. Elles refermèrent le synthétiseur et le mit sur le côté. Ayant entendu la réponse de Rachel, « Je ne fais rien !» elle répondit, « Quoi ? T'as mangé des raisins ?» Rachel attendit un bref instant, et regardit alors Lydia, et lui dit alors, « Non, j'ai pas mangé des raisins !»« Quoi ? T'étais avec ton voisin ?» Blaine passèrent à côté de la porte. Sans se douter de ce qu'il se passait, Kurt était resté pendant un bref instant, regardant Rachel parler avec Lydia, se disant que ce dialogue de sourds allait peut-être un jour se terminer. Blaine s'était mis à côté de lui demandèrent ce qui se passait. Kurt répondit tout bonnement, « Je crois qu'il y a un dialogue de sourds qui s'est mis en place entre Rachel et entre Lydia. » Blaine se dressa à côté de Kurt et dit alors, « Bon, on va regarder ça, hein ?» Ils regardèrent alors attentivement. Entre Lydia et entre Rachel, aucun des deux ne prêta attention à Kurt et à Blaine en face de la porte. « Quoi ? Tu as mangé des raisins ? » ?»« Non, j'étais chez mon voisin. »« Quoi ? T'as pas trouvé ton voisin ? » ?»« Non, j'étais dans une fabrique de raisins. » Lydia qui répondit alors en criant, « Quoi ? Hier soir, t'as vu un pingouin ? » ?»« Non, j'ai pas vu de pingouin. Hier soir, j'ai été chez un crétin. » Tout bonnement devenu débile,
le dialogue de sourds qui ne menait plus à rien. Ils continuèrent encore et encore, jusqu'à ce que Kurt s'en lassèrent, jusqu'à ce que Blaine partît, tout comme Kurt qui partit. « Quoi? Tu as mangé un pingouin? » « Non, j'étais assise à côté d'un Autrichien. »« Quoi? » Tout bonnement fou, tout bonnement incroyable, plus personne ne comprenait ce qu'elle disait. Elles avaient beau se répéter, Rachel ne faisait que répéter encore autre chose. « Qu'est-ce qu'il y a? T'as caressé 3 petits chiens? » Tout bonnement impossible. Emma vint alors à essayer de les séparer. Elle vint tout bonnement à essayer de les séparer après les avoir entendus gueuler, après les avoir entendus gueuler et les avoir entendus crier. Elle vint à essayer de les séparer, de comprendre ce qu'elle disait. Ce n'était qu'un simple dialogue de sourds, personne ne pouvait comprendre. Emma s'était mise entre deux, s'était imposée entre deux, espérant pouvoir trouver un moyen de leur dire « Bon, maintenant ça suffit, stop !» Elle dit alors qu'il fallait suffire avec cette histoire de dialogue de sourds, qu'il fallait arrêter d'essayer de comprendre l'autre. Lydia se mit alors à crier, ce qui rendit sourd Emma. Emma qui s'imposèrent dans le dialogue de sourds. « Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas compris, Lydia. »« Quoi? T'es allé manger là-bas sans moi? » Un dialogue de sourds s'était imposé à 3. Ne comprenant plus rien, Kurt était parti. Blaine aussi l'avait suivi. En répétition le lendemain, Rachel distribua les feuilles de la chanson qui était donnée pour pouvoir chanter. Elle distribua les feuilles, mais à chaque fois qu'on lui parlait, elle entendait résonner la voix de Lydia à l'intérieur de sa tête. À chaque fois qu'on lui parlait, elle entendait résonner une voix. Elle donna alors une feuille à Kurt, qui lui dit alors « Merci !» À l'intérieur de sa tête, ce fut « Merci, si, comme un écho. Elle donna alors une feuille à Blaine, qui lui ne répondit pas, car c'était tout bonnement fou ce qu'il avait vu. Il ne répondit pas, il dit juste « Ok, on va chanter ça. » Dans la tête de Rachel, ce fut « Ok, on va chanter ça. » Elle avait l'impression que sa tête était tellement vide, mais qu'à l'intérieur, des échos des voix de Lydia résonnaient, à chaque fois que quelqu'un lui adressait la parole. Et soudainement, on put apercevoir William Schuster passer la porte. « J'ai une solution pour la prochaine audition contre les vocales adrénaline, ainsi que contre notre équipe et toutes les autres équipes qu'on va affronter. » Criant à travers la pièce, Rachel s'effondrèrent par terre. Elles s'effondrèrent par terre, pleurant et larmoyant, les mains sur les yeux. Tout le monde lui demandèrent ce qu'il y avait. Tout le monde lui parlait en même temps, sauf que la seule chose qu'elle entendait, c'était des échos des voix qui lui parlaient, répétant la même chose à travers la voix de Lydia, qui résonnèrent dans sa tête comme un écho. Elle ne savait plus comprendre ni parler, elle était désespérée. Elle ne savait plus comprendre ni parler, ni même comment faire, elle était désespérée à l'histoire d'entendre Lydia en écho à l'intérieur de sa tête, d'entendre des échos résonner lorsqu'on lui parlait. Si elle entendait des échos résonner à chaque fois qu'on lui parlait, qu'elle entendait la voix de Lydia assez fort pour pouvoir la perturber, comment allait-elle chanter aux côtés de Queen, aux côtés de Kurt, aux côtés de Blaine, aux côtés de Finn, aux côtés de Sam, aux côtés de Tina ou aux côtés de Mike? Comment allait-elle chanter si elle entendait des échos? Si les voix de tout le monde résonnaient à l'intérieur d'elle, que ça la perturbait, et qu'elle entendait des échos de ce dialogue de sourds qu'elle a partagé avec Emma, comment allait-elle faire? Elle seule se le demandait.
Elle partit alors, peu de temps après, chez elle, essayant de déboucher ses oreilles. Elles trouvèrent un moyen pour garder le silence, essayant de déboucher ses oreilles, de ne plus entendre la voix de Lydia. Elles regardèrent à l'intérieur de ses canaux auditifs, ne trouvèrent rien. Pas d'inflammation, pas de rougeur. Elle n'avait rien. Pas d'inflammation, pas de rougeur, juste un bruit sourd qui lui paraissait être infime, mais assez fort pour qu'on puisse l'entendre. Elle regardait encore, jusqu'à ce que sa mère entre dans sa chambre, la voyant écarter ses oreilles face à son miroir, regarder sur le côté ses canaux auditifs. L'air d'une folle, sa mère referma la porte. L'air de n'avoir rien vu. Elle referma la porte derrière elle, et dit alors « Je n'ai rien vu du tout. » Rachel voulut lui expliquer. Mais l'espace d'un instant, sa mère avait disparu dans le couloir. Elle avait juste tout bonnement l'air d'une folle, écartant ses oreilles, face au miroir, regardant ses canaux auditifs, se reflétant dans le miroir, les yeux sur le côté. Elle disait pertinemment qu'elle entendait des voix. Sa mère se disait tout bonnement « Qu'est-ce qui se passe? Ma fille est devenue folle. » Qu'est-ce qui se passe? Ma fille est devenue folle. Elle avait appelé plusieurs médecins à la rescousse. Plusieurs médecins étaient devenus sourds à l'idée d'entendre Rachel chanter dans sa chambre, tellement fort qu'on ne put expliquer à quel point elle chantait fort. Elle chantait peut-être même assez fort pour pouvoir percer un décibel qui n'existait pas. Chaque médecin en était sorti avec la tête qui vibrait, les oreilles qui tremblaient, et un écho dans la tête. Rachel ne put percevoir l'envergure de son audition, de sa voix, qui dépassèrent un décibel qui n'existait peut-être pas. Elle revint à l'école le lendemain. Sue essayait pertinemment de piéger encore et encore Kurt et Blaine. Sue essayait pertinemment de piéger Kurt et Blaine, traversant les couloirs en sautillant et en courant, ricanant à travers son blouson, se cachant la bouche et ricanant qu'elle pouvait peut-être les coincer quelque part. Elle marchait à travers les couloirs. Elle surveillait tout le monde, leur brûlant la rétine, les regardant de travers, leur brûlant la rétine et les regardant de travers. Avec ce regard foudroyant, elle brûlait la rétine de chacun des élèves qu'elle regardait. Les yeux, les iris. Elle regardait alors les élèves, qui n'avaient tout bonnement aucune envie de bouger ou de faire une réflexion lorsqu'elle les regardait. Chaque élève qui était persuadé d'être vu par Sue, par son regard foudroyant, avait tout bonnement l'impression d'être transformé en pierre lorsque Sue s'imposait face à eux. Lorsque Sue s'imposait face à eux, avec son survêtement, avec son parlophone, et les foudroyait de son regard, dans la rétine, dans l'iris et dans le blanc des yeux, ils étaient devenus pierre. Ils étaient devenus pierre, ils n'étaient devenus que pierre ardente, chaude et froide. Cela dépendait de la manière dont Sue les regardait. Ils étaient transformés en pierre figée lorsque Sue les regardait avec son regard foudroyant, criant à travers son parlophone qu'ils devaient déguerpir de son chemin, les bousculant dans les couloirs et jetant leurs affaires par terre, leur disant ensuite de ramasser alors que c'était tout bonnement Sue qui les avait mises par terre, leur disant de se bousculer de son chemin alors qu'ils n'étaient tout bonnement pas dans son chemin. Elles arrivèrent face à Kurt et Blaine, leur fit la remarque de déguerpir, qu'elle allait trouver un moyen. Elle appuyait encore et encore pertinemment avec son index sur le torse de Blaine, de Kurt, de Blaine puis de Kurt, de Blaine puis de Kurt, de Blaine puis de Kurt avec son index, lui disant « Je vais trouver une solution pour vous coincer. Je vais trouver une solution pour vous coincer. Toi, oui toi, 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 oui toi, et toi porcelaine. Toi porcelaine, tu vas souffrir. Toi, je vais trouver une solution pour te coincer. » Elle prit son parlophone, le leva jusqu'à sa bouche, regardant Kurt et Blaine, et criant juste devant eux. Il marchait dans les couloirs, les bras ouverts,
et dit alors: Lieutenant, 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 vous m'êtes aussi insupportable que mes ailes. On est dans un lycée. Pertinemment, elle rangea son fusil et dit alors: oui, mais faut trouver l'assassin. Et là, Lopez, qui tout au fond du lycée, était en train de photographier le sol. Lorsque soudainement, on put voir le lieutenant des cœurs courir vers Ella Lopez, lui dire: alors qu'est-ce que t'as trouvé? On dirait une nuée de traces de sang qui conduit tout droit dans ce local. Derrière, une grande blonde, assise sur le côté, dit alors, en soufflant sur ses ongles, elle dit alors: maman, c'est pas du tout ce que vous croyez, hein? C'est pas du tout ce que vous croyez. Ella, c'est ça? Oui, Ella Lopez. Je suis légiste à la police fédérale. Oui, donc vous avez une idée de ce que pourraient être ces marques? Dit alors le lieutenant Decker. La petite blonde sur le côté répondit alors: c'est pas du sang, madame, c'est mon vernis. Et c'est parce qu'en fait malencontreusement, j'ai eu l'idée de marcher avec mon vernis pas sec que je venais d'installer sur mes ongles. Et j'avais regardé l'heure, mais j'avais toujours le pot de vernis en main. C'est pas du sang. Ella qui se releva, d'un air déçu, rangeant son appareil photo qu'elle laissait pendre autour de son cou, plaçant les objectifs dans sa mallette. Ah, d'accord. Elle se releva, et sous une petite perte de conscience: ah, c'est le même que moi, putain! Criant: ah, c'est le même que moi, putain! Regarde! Regarde ma main! Regarde! Regarde! Lorsque la petite blonde, sur le côté, assise, regardait ses escarpins, ses talons aiguilles, ses chaussures, elle dit alors: ah bah ouais, c'est les mêmes. On est copines de vernis! Le lieutenant des cœurs, qui en avait l'air d'en avoir plus que marre, était occupé à dire: oui, bon, on est venu pour résoudre une affaire, pas pour parler vernis à ongles et chaussures. Tout bonnement énervée, elle continua son affaire résolue, qui effectivement se trouvait à Las Vegas, non pas dans le lycée de McKinley. Son affaire qui se trouvait à Las Vegas ou à Los Angeles, car elle avait déjà fouillé dans les deux villes, espérant pouvoir trouver des solutions ou des endroits dans lesquels il y aurait des indices. C'est alors qu'une grande et imposante brune, assez fine, sortit de la salle en maillot de bain. Assez fine et imposante, elle sortit de la salle en maillot de bain, marchèrent dans la flaque de vernis à ongles, supposée être du sang pour Ella, et dit alors: Anna, ça fait la 4e fois que je passe sous la douche. Elle re-rentra à l'intérieur. Mais avant de re-rentrer à l'intérieur, de fermer la porte, laissant un quart de la porte ouverte, le lieutenant des cœurs rattrapa son bras et lui dit alors: vous avez vu quelque chose de suspect à l'intérieur? Lâchant son bras et retenant le bras du lieutenant des cœurs, Émilie, avait-elle dit, sous son identité, que le lieutenant des cœurs lui avait demandé. Elle dit alors: Emily Fields.
Rosewood. Maman, Pam, ou Pamela, comme vous voulez. Elles rentrèrent à l'intérieur, des cœurs qui l'a suivi, le doigt sur la gâchette, la main sur le pistolet, suivant Emily, qui marchait et qui toutes les 5 minutes regardait derrière elle. Car Ella ne faisait que prendre des photos. Derrière, le lieutenant des cœurs dégainait son fusil. Et tout devant, Lucifer. Ah, l'odeur du chlore. Quelle horreur, j'adore ça. Se demandant ce qui se passait autour d'elle, elle avançait. Elle réfléchissait à ce que venait de dire Lucifer. L'odeur du chlore, j'adore ça. Elle n'en était pas moins surprise, mais entendre le bruit de ce flash toutes les 5 secondes commençait à l'énerver. Elles se retournèrent et dit alors « Bon, bah, c'est bon, voilà, vous avez vu, ici c'est qu'une piscine. » Derrière arrivèrent Mezikin, derrière Emily Fields. Arrivèrent Mezikin, faisant tourner ses lames autour de son doigt, autour de ses mains, autour de ses poignets, sur ses doigts, sur ses phalanges, faisant tourner ses lames. Emily Fields entendit alors bouger des lames qu'elle put sentir grâce à ses cheveux. Tellement vite, elle sentit un petit amas d'air sur le côté de son oreille. Mezikin s'amusait à faire peur à Emily pour pouvoir répondre correctement à chaque question posée par le lieutenant et par Lucifer, faisant tourner ses lames de plus en plus vite, entendant le bruit de lames acérées venant d'un monde céleste qui pourrait tuer n'importe qui en 2 temps 3 mouvements. Mezikin s'est alors retourné vers elle et lui a dit, tout bonnement, avec le regard, « Réponds ou je te pousse dans l'eau. » Ne l'ayant pas fait, elle continua à la menacer, à la regarder, à avancer vers elle, avec ses lames qu'elle tournait autour de son poignet et de ses phalanges. Elle avançait, lorsqu'Emily Fields, elle, reculait. Anna Merrin était toujours occupée de souffler sur ses ongles, de regarder ce qui se passait à l'intérieur, de souffler sur ses ongles, de faire tomber du vernis, et de souffler sur ses ongles. Lorsque Emily commençait à sentir qu'il y avait un piège qui se préparait quelque part, mais ne sachant pas qui, elle regardait alors la légiste prendre des photos de tout ce qu'il y avait dans la piscine. L'eau, le coin de la piscine, les murs, les sols, ou même encore les barrières qu'on met entre les piscines, qui sont enroulées l'une sur l'autre. Ces barrières flottantes qu'on met dans les piscines, enroulées l'une sur l'autre. Prenant des photos de ça, prenant des photos de ce qu'il y avait pour rescourir les personnes dans la piscine. Ce qu'il y avait pour secourir les personnes dans la piscine, les bouées, encore le matériel de sauvetage. Voyant Ella qui grimpait jusqu'en haut de la chaise, là où il y avait le matériel de sauvetage, voyant Ella grimper le long de cette chaise, là où il y avait le maître nageur. Elles s'installèrent alors sur la chaise et dit alors à Mezikin, ainsi qu'à Lucifer, mais surtout au lieutenant des cœurs, « Lieutenant! Lieutenant, regardez !» faisant des photos à droite, à gauche, devant elle, derrière elle, autour d'elle. Et elle dit alors, « Lieutenant, c'est pas un peu suspect? Une chaise comme ça? Trop haute? Je veux dire, la victime aurait pu tomber et se fracasser le crâne. » Elles trouvèrent alors du vernis à ongles à l'intérieur. Anna venait de les suivre. Tout bonnement, elle s'ennuyait. Elle les avait suivis.
Elle dit alors, lieutenant, j'ai trouvé du sang. Anna, qui était posée contre la vitre, dit alors, en soufflant sur ses ongles, non, c'est toujours moi. Ella, qui prit une photo du vernis, du reste de vernis qu'il y avait par terre, fit tout bonnement comme d'habitude. Elle prit une photo, elle s'accroupit, et elle dit une phrase pour sa victime. Sa victime qui était tout bonnement imaginaire, car il n'y avait rien. Sa victime tout bonnement imaginaire, car il n'y avait rien, elle dit alors une phrase. Repose en paix, qui que tu sois. Elle partit, Mézikine partit, le lieutenant Decker partit. Dans le couloir, on put entendre quelqu'un arriver, sans aucun mot, sans aucune phrase. Il était tout bonnement en train d'arriver, de rejoindre peut-être le lieutenant Decker sur les lieux. Et on entendit alors, de l'autre côté du couloir, au côté inverse, on put entendre « Lieutenant Ducon, ça fait depuis longtemps ?» Lieutenant Espinosa, surnommé lieutenant Ducon affectueusement par Lucifer, répondit alors « Ça fait pas depuis longtemps, on était ensemble dans la voiture de police. » Lucifer répondit alors « Oui, mais avec vous, vous êtes tellement silencieux dans votre voiture de police que parfois, j'ai l'impression que ça fait un an, un siècle, une année, un mois, une décennie. Je ne sais même pas comment le temps passe en enfer et je sais encore moins comment le temps passe à Las Vegas ou à Los Angeles. Alors dites-moi s'il vous plaît, le lieutenant Ducon, arrêtez de faire votre barjot. Vous êtes assez con comme ça. » Le lieutenant Ducon, surnommé Espinosa par ses collègues, ainsi que le lieutenant Decker et Ella Lopez, Charlotte Richards, qui était en train de faire le tour de l'établissement avec Sue, qui était tout bonnement fière de ce qu'elle avait réalisé, lui disant alors « Ceci est mon lycée. Comme vous pouvez le voir, la sagesse est peut-être à travailler, mais il y a tout bonnement encore quelques détails à régler. » D'un coup brusque et d'un coup sec, Charlotte Richards dut se baisser assez vite pour pouvoir éviter une lame de Maze. Maze qui était en train de s'ennuyer à côté d'une petite femme, Aria, aux cheveux courts, qui était tout bonnement en train de s'ennuyer. Cette petite femme, Aria, on l'appelait aussi l'invétérée de service, car tous les jours, on pouvait la retrouver avec une coupe au carré, et le lendemain avec les cheveux longs. Le lendemain, on la trouvait avec les cheveux longs, et ensuite avec les cheveux courts. Malgré le fait qu'elle fasse peur lorsque quelqu'un se dispute avec son retourné magnifique, surnommée invétérée de service, Aria dit alors à Mézikine, appuyée contre un escalier, contre une rampe d'escalier. Elle dit alors à Mézikine, « Tu t'ennuies pas, toi ?» Et Mézikine fit alors, « Une mouche !» lança sa dague céleste, qui avait pour le moins effleuré les cheveux de Charlotte Richards, ayant pour le moins vu la dague céleste. Elle se baissa Sue en même temps, qui était sur le point de se ramasser la même dague céleste, qui évita tout de même son visage, qui arriva dans la vitre des trophées de Sue. Mézikine, qui reprit sa lame, qu'il arracha alors de la vitre sur laquelle elle avait atterri, se retourna et vit Sue, énervée, un regard foudroyant. Mézikine n'avait nullement peur. Elle était tout bonnement en train de faire « Oups, bah j'ai fait exprès. » Sue, qui était en train de palper la vitre qui avait été brisée, derrière laquelle se trouvaient ses trophées,
prenant chaque trophée l'un après l'autre, et disant « Ça va, t'as pas eu mal ?» le reposant à sa place. Reprit le trophée. « Ça va, t'as pas eu mal ?» Elle reprit le trophée suivant. « Ça va, t'as pas eu mal ?» Mais Zikin qui la regardait, et qui fut alors, en reprenant sa dague, elle reprit alors sa dague, sa lame céleste, qu'elle rangea dans sa poche, et elle fut une seule chose, l'état des lieux. On est avec une photographe qui croit voir du sang partout, qui photographie l'Hivernie. Une blonde qui nous suit pour on ne sait quelle raison. Une autre qui s'ennuie avec moi tout le temps. Moi qui ai cru voir une louche. Moi qui ai cru voir une mouche. Et qui ai détruit l'entièreté des trophées. Et une femme qui est tout bonnement accrochée à son lycée et à ses trophées. Était-elle en train de se dire « Qu'est-ce que je fous là ?» Juste après avoir dit « La dague, c'était fait exprès. » J'avais une mouche, hein. Je peux pas faire autrement. Elle vous aurait piqué. Mais Zikin, avec son humour qui laissait encore à désirer pour tout le monde d'ailleurs, mais Zikin, avec son humour qui laissait à désirer, s'approchèrent alors de Kurt et de Blaine. Évidemment, elle savait déjà qu'ils étaient en couple. Elle se mit alors près de l'un, près de l'autre, qui était en train de déjeuner à une table dehors. Elle s'asseyait sur la table. Elle s'était assise sur la table. Juste devant Kurt, elle déposa ses dagues, ses lames et ses couteaux. Elle déposa tout ce qu'elle avait de tranchant, tout ce qui était une arme, devant Kurt. Assise devant Kurt et devant Blaine, elle dit alors « Donc, vous êtes ensemble ? Et dites-moi, vous avez déjà... voilà, vous avez déjà... vous avez déjà... baisé. » Kurt s'était mis soudainement à rire, d'un rire discret, parce que, évidemment, cela le gênait. Cela le gênait, il s'était mis à rire d'un rire discret. Et Mezikin, qui rangea ses lames, qui les prit les unes après les autres, qui les mit et qui les accrocha à sa ceinture, ainsi que dans sa poche, regarda Kurt en haussant les épaules, et fit alors « Ça, mon vieux, si tu rigoles, c'est que ça s'est déjà produit. Racontez-moi, je veux tout savoir. Dans les détails, hein, c'est ce que j'adore. Il me faut beaucoup de détails, moi. » De loin arrivèrent cet homme en costume 3 pièces. Renversant les casiers, renversant les élèves, renversant Santana, qui s'était relevé et qui avait voulu le frapper. Ne sentant rien, il continua, renversant Mike, renversant Tina, renversant tous ceux qui étaient sur son passage, même Sue qui était tombé avec son parlophone qui était arrivé quelques mètres plus loin, renversant le lieutenant des chœurs, renversant Ella qui avait fait tomber son appareil photo, renversant tout le monde, ainsi que Charlotte Richards qui prenait des notes, qui était tombée et qui était arrivée juste devant Malia qui avait un fluo en bouche et qui lui lancèrent alors un bâton pour qu'elle parte. Malia qui l'avait regardée comme si elle était demeurée. Tout le monde était tombé, Malia était juste à terre, avec un fluo en bouche, regardant tous ceux qui essayaient de lui lancer un bâton comme s'ils étaient demeurés. Lucifer arrivèrent, avec ses ailes déployées, et dit encore une fois « Maze, 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 qu'est-ce que je t'ai déjà dit ? Pas parler de la vie sexuelle des enfants dans cet endroit. » Mais mes putains de ailes, qu'est-ce qu'elles vont me lâcher un jour ? Maze couplet. Maze, qui refusait alors de les couper, fit juste une petite entaille dans son dos pour qu'elle ressente la douleur. Et lui dit alors « Bah voilà, c'est fait. » Ils se retournèrent et avec son aile droite, donna une gifle à la mère de la création, Charlotte Richards. Charlotte Richards, qui reçut une gifle avec l'aile droite de Lucifer, se retourna vers Maze, qui était en train
Ézéchiel, plié en quatre, qui fit une remarque déplaisante pour tous ceux qui étaient tombés à cause des ailes de Lucifer, dit alors, en se posant juste en face de lui, « Bah alors, plus personne tire sur ses qui ?» Elle plia alors ses genoux, se metta à terre, et c'est alors qu'elle commença à rigoler, à rigoler, à rigoler, à rigoler. Pliée en quatre de rire, elle ne pouvait s'intéresser qu'à la petite réaction qu'elle avait eue lorsque tout le monde était tombé, que Lucifer avait mis une baffe et une gifle involontaire à Charlotte Richards, qui était arrivée par terre, juste devant Maya, qui lui donnait un fluo, qui regardait son fluo partir de gauche à droite, à chaque fois qu'elle surlignait quelque chose. Maya, qui tournait la tête de gauche à droite, lorsqu'elle fluotait de gauche à droite. Lorsqu'elle fluotait de droite à gauche, on pouvait la voir de droite à gauche tourner la tête. Elle suivait les mouvements du fluo. Même à terre, on pouvait voir Charlotte Richards continuer à fluoter des choses, à écrire tout ce qu'elle voyait. Sue, qui essayait de se rattraper pertinemment par rapport à Charlotte Richards, qui était en train d'examiner tout autour d'elle. Sue, qui essayait pertinemment de se rattraper et qui faisait « Bon, il est vrai que ça manque un peu d'autorité aussi. » Mace, qui était derrière et qui dit alors « Autorité, encore une chose que je connais pas. » Se mit alors à rire, légèrement. Et de derrière la salle de classe, une salle de classe vide, à travers laquelle on pouvait voir une nuée de livres, de feuilles et de blocs de feuilles, de crayons et de bics de différentes couleurs, sur lequel était en train d'écrire une petite brune qui était en train d'écrire des choses, des notes, tout et n'importe quoi, qui sortit et qui fait « Ça suffit maintenant! J'aimerais bien travailler en paix! » Qu'est-ce qu'elle a l'autre à faire toujours des commentaires? Elle a tombé par terre, elle a se prendre pour un chien, et toi, je sais pas à quoi tu joues, toi t'es qui déjà? À quoi tu joues avec tes ailes? T'es pas l'ange gardien, t'es pas Michel. Il répondit alors, Michel? Ah bah ça t'en sais rien. Elle répondit alors, bon, j'aimerais bien pouvoir me concentrer en paix. Alors, est-ce que vous, madame, vous pouvez arrêter de jouer à Cluedo? Dites-moi qu'elle joue à Cluedo parce que le capitaine Crochet ou je sais pas qui, la moutarde dans la cuisine avec le chandelier. Voilà, votre affaire est résolue. Dites-moi que c'est à ça qu'elle joue, quoi. Moutarde dans la cuisine avec son chandelier, je sais pas moi. Lucifer qui s'approchèrent de cette jeune fille, qui dit alors, non, pas plus près, Spencer Hastings, de la famille Hastings, Spencer Hastings. Alors je te défends d'être plus près de moi. Ma mère est avocate. Et là, elle a Montgomery, mère de Aria, qui crie à travers les cuisines. Avocat! Ah bah c'est ce qu'on va manger ce midi! Spencer qui se frappèrent alors la tête. Je voudrais juste pouvoir travailler dans le calme, sans qu'il y en ait une qui se marre pliée en quatre de rire, parce que la mère de la création est tombée par terre devant une petite femme qui se prend pour un chien et qui nous regarde comme un guignol quand on lui lance un bâton. Je voudrais bien pouvoir me concentrer et ne pas avoir affaire à quelqu'un qui joue à Cluedo dans le couloir d'un lycée. Hein? Parce que Colonel Moutarde avec le chandelier dans la cuisine, qui a réparé le garage avec Madame Bérangère, j'aimerais bien qu'elle se calme aussi. C'est du vernis. Anna, ici. Anna, tu viens faire ton vernis à côté de moi quand je travaille. Tu laisses Madame Bérangère, Colonel Moutarde dans la cuisine avec son chandelier, tranquille. L'autre, la photographe, je sais pas ce qu'elle fait. Elle fait peut-être l'album photo de la journée, je sais pas. Parce que c'est pas l'album photo de la journée, je trouve que c'est l'album photo de l'année. L'année. 365 jours, 366 parfois. Et là, qui lui répondit allègrement, je suis médecin légiste. Je peux pas faire autrement.
D'un air sarcastique et ironique, Spencer répondit alors. Oui, bah au lieu de jouer les médecins légistes, tu pourrais peut-être faire les profs de biologie ou de, je sais pas moi, de, tu pourrais peut-être jouer les profs de biologie, je sais pas moi, leur apprendre comment ça fonctionne ton métier. T'es dans un lycée, t'es pas dans un cluedo. Et là qui se releva, lentement, très lentement, avec son appareil photo au bord du cou, qui dit alors: Ah bah tu sais, ça c'est une très bonne idée. Si je pourrais instruire la biologie, ou comment fonctionne l'être humain, à tous les élèves de cette école. Spencer, qui en avait déjà plus que marre, qui en avait tellement marre et qui était tellement déconcentrée par tout ce qui se passait autour d'elle, qu'elle était pertinemment en train d'écrire avec un feutre blanc sur son cou, regardant dans son miroir qu'elle avait déjà fait des traces noires, des traces grises, des traces roses, des traces bleues, des traces vertes, de toutes les couleurs possibles, avec des bics qu'elle avait trouvés, des crayons ou des stifs. Déposant les stifs qu'elle avait en main, elle dit alors: J'en ai plus que marre. C'était du sarcasme. Seulement Ella était déjà partie depuis bien longtemps faire son cours de biologie et d'anatomie humaine. On put la voir dans une des classes. Alors, quand il s'agit d'être mort, il y a plusieurs façons de mourir. L'entièreté de la classe face à Ella Lopez, qui était en train d'expliquer comment est-ce qu'on devient mort. À partir de quand est-ce qu'on sait que quelqu'un est mort? Ella Lopez qui était en train de tranquillement expliquer ça devant des élèves, qui étaient tous tétanisés, tous, l'un après l'autre. La mère McCall, Melissa McCall, qui était en train de courir après son fils, qui était blessé, qui dans le couloir lui disait: Non, ça va guérir, non, ne me touche pas. Là. Melissa McCall, qui courait dans le couloir avec un sparadrap en main, avec du bandage autour des yeux, avec une trousse de secours, du bandage qu'elle avait mis autour de ses yeux, autour de sa tête, pour pouvoir le porter sans avoir à le porter. Courant dans les couloirs après son fils qui maintenait son buste, tout en disant: Non, ça va guérir, ça va guérir. Mélissa qui courait dans les couloirs tout en disant: Non, ça ne va pas guérir, justement, ton sang est noir, me dis pas que tu vas guérir. Courant dans les couloirs, c'est alors que Ella Lopez, se servit de cette situation et dit alors aux élèves: Bah venez, justement, on va se servir de la situation dehors pour pouvoir vous montrer quelque chose. Lorsqu'on a un mort en face de nous, ne jamais faire ça. Elle continua alors à laisser Melissa McCall courir dans le couloir après son fils, avec des ribambelles et des bandages autour de la tête, autour du buste, qui lui parcouraient les épaules, qui lui tombèrent sur la poitrine, avec des sparadraps accrochés sur sa tête, des pinces à linge qu'elle avait mis dans les cheveux, une aiguille qu'elle s'était passée autour des cheveux pour pouvoir la maintenir. Lorsqu'elle s'était fait un chignon avec une aiguille et avec du fil à coudre, courant après son fils, lui disant que ça n'allait pas guérir parce que son sang était noir. Tranquillement, elle courait dans le couloir, poursuivant son fils. Ella Lopez s'était arrêtée au milieu du couloir et avait instruit à ses élèves ce qu'il ne fallait pas faire, et dit alors: Un petit coup de main, je suis médecin légiste. Elle lui répondit tout simplement: Faut rattraper mon fils. Derrière, Allison, Argent, passèrent par là et entendit la conversation entre Ella Lopez et entre
Melissa McCall, qui disait « Faut rattraper mon fils ». Elle dégaina son arc, elle prit une flèche, qu'elle dégaina au travers, la mit sur la corde, la tendit, et bam! Cette flèche qui traversèrent le couloir, qui arrivèrent entre la tête de Melissa et entre la tête de Ella Lopez, juste l'espace d'un instant, cette flèche qui traversèrent l'espace qu'il y avait face à elles deux, l'espace qu'il y avait face à elles deux, l'une en face de l'autre, cette flèche la traversait. L'espace d'un instant, elle traversa tout le couloir. Elle avait atterri sur McCall. Melissa s'était retournée et dit alors à Allison « Merci, mais putain, t'as quand même buté mon fils !» pour la deuxième fois. Allison qui venait de ranger sa flèche, qu'il l'avait récupérée sur Scott McCall, qui venait de la récupérer sur Scott McCall, comme s'il n'était qu'un sale petit gibier par terre qui avait été effondré et qui avait été mordu par une chimère, ce qui était réellement bien le cas. Elle prit alors sa flèche, qu'elle remit dans sa poche, regarda Melissa, droite comme un i, fière d'avoir dégainé son arc, elle l'a mis alors dans son dos, regarda Ella, son appareil photo, de haut en bas, regarda Melissa McCall, et dit alors « Madame, Melissa, pas de quoi ». Elle partit, et Melissa qui resta sans voix. Euh, 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 Autour de McCall qui était effondré par terre, une lacération de flèches sur le côté, ainsi qu'une griffe de chimère sur lequel débordait du sang noir. On put voir Ella traverser tout son corps avec son appareil photo, faisant des photos et encore des photos, s'arrêtant devant la lacération de chimère, et dit alors à Melissa « Du sang noir, c'est pas banal. Vous croyez que ça peut être quoi? Du goudron? Du macadam? Pas banal. Ou alors c'est peut-être du sang normal et ça a pourri. » Melissa qui était au-dessus avec du bandage, qui était prête à la taper à coups de bandage et de bandelettes hospitalières, prête à la taper à coups de bandelettes hospitalières, à coups de sparadrap et à coups d'aiguille, elle se mit alors à dire tout simplement, récupérant son souffle, « C'est de mon fils que tu parles. C'est de mon fils que tu parles, là. »« Ah, c'est votre fils ?» Ella qui avait son appareil photo autour du cou, qui dit alors « Oh, bah je suis désolé, hein, madame, mais quand même, l'incident est grave. » Melissa, qui était plus qu'inquiète, qui dit alors « Grave? Grave comment? Il va... Oh non, c'est pas si grave que ça, mais bon, je veux dire, c'est grave. C'est grave, pas au point que ce soit vraiment grave, mais il ressemble à son père. » Melissa qui courait à travers le couloir. Pendant des heures et des heures, elle courait à travers le couloir. Ayant pris un marteau de juge à la mère de Spencer, qui se retrouvèrent les mains vides face à une audience. Les mains vides face à une audience, elle ne savait plus quoi faire, elle était désarmée. Melissa McCall qui courait à travers le couloir, derrière son fils qui était toujours étalé devant le casier de Brittany. Brittany qui dit alors, en avançant devant son casier, « Oh, le cours d'art plastique m'a déposé un colis. » Rien de plus banal. Melissa, qui était en train de poursuivre Ella Lopez, qui essayait de lui jeter par centaines ses objectifs qu'elle avait dans son sac. Rien ne pouvait l'arrêter. Il ne suffisait qu'une seule chose. Il ne suffisait que d'une seule chose pour pouvoir arrêter Melissa. Il ne suffisait que d'une seule chose pour pouvoir arrêter Melissa. Se laisser faire. Et faire en sorte qu'elle te tape. À coups de bandelette. À coups de
à coups d'aiguille, à coups de pince à épiler, à coups de bandelette, à coups de plâtre, à coups de tout ce qu'il aurait pu trouver dans une pharmacie, de sparadrap, à coups de désinfectant, de bouteilles de désinfectant. Se laisser faire était était la seule solution après ce que tu lui as dit. Mais elle a dû jeter ses objectifs par-dessus la tête. Elle courait, tout en pensant « Oh bah elle est coriace ». À travers le couloir, elle courait. Elles passèrent 3 fois devant la même classe, la classe du cours de théâtre, Derek et Aaron Hotchner. Droit comme un i, dur comme du fer, sérieux tel un panneau de circularisation, sérieux tel un panneau de signalisation, droit comme un i, dur comme du fer, tel un bloc de briques, tel un bloc de briques. On pouvait frapper dessus, ça faisait effectivement le même bruit. Dur comme du fer, comme un bloc de briques, tel un panneau de circularisation, tel un panneau de signalisation, droit. Ils étaient en train de la regarder. Regarder tous leurs élèves. Ils attendaient pertinemment une info, quelque chose, un mot, une phrase, un texte, une lettre. Ils attendaient pertinemment une information venant de leur bouche, de celle de Derek autant que de celle de Aaron Hotchner, directeur de tous ceux qui font partie de l'équipe Esprit criminel. Tous ceux qui font partie de l'équipe Esprit criminel étaient occupés. Prentice faisait la poussière dans les couloirs, voire même parfois sur les élèves qui ne bougeaient pas et qui discutaient. Aaron Hotchner donnait cours avec Derek. De théâtre, sans même bouger d'un poil, en prenant la poussière. D'ailleurs, Prentice était passé par là depuis bien longtemps. Derek à ses côtés, qui ne bougeait pas, qui était torse nu, toutes les filles qui bavaient devant son torse, qui étaient en train de regarder Derek. Ah. Il a fallu que Brittany passe par là pour fermer la bouche de chacune des filles. Ce qui s'est passé après, c'est qu'elle était de nouveau coincée. Ah. Il a fallu que Emma arrive pour ranger les bureaux qui étaient en total bordel. Il a fallu que Emma arrive, qui elle-même était coincée. Ah. Pour fermer la bouche de Brittany et de Emma, il a fallu que Rachel arrive. Et là, même chose. Même situation avec toutes les filles. Aria, Spencer, Emily, Anna. Même situation avec toutes les filles. Anna qui laissait couler par terre son vernis à ongles, encore une fois, croyant de nouveau que elle, c'était une tache de sang, qui est venue prendre des photos pendant que toutes les filles étaient en train de baver juste devant Derek. Aaron Hotchner qui était, lui, en train de regarder Derek. Du genre, qu'est-ce qui se passe ? Tous les garçons qui étaient pertinemment en train de s'ennuyer et en train de graver avec la pointe de leur compas un mot sur leur bureau. Et pendant ce temps-là, on put voir Sue, qui était au breadsticks, avec une sarbacane, se cachant derrière une table, sur laquelle Kurt et Blaine étaient en train de déjeuner l'après-midi. Elles soufflèrent dans la sarbacane et firent tomber un homme, un pauvre homme, un simple serveur qui n'avait rien demandé, qui apportèrent une commande qui était tombée par-dessus la table de Blaine et Kurt. Étalés par terre, ils n'avaient rien demandé. Elles posèrent la sarbacane, l'air de rien, et partirent en disant « C'est pas moi ». Elles refermèrent la porte, et le serveur se releva. De la mayonnaise sur la tête, des carottes dans les yeux, des petits pois sur le torse, de la salade sur la... couvert d'aliments, de la salade sur la tête, des carottes dans les yeux, des haricots sur les bras, de la sauce recouverte de son torse. Deuxième jour.
Sue était dans son bureau, figée comme jamais. Elle regardait dehors. Son plan était en train de partir en ruine, de devenir poussière, comme à la terre, comme à la poussière, comme les cendres d'un feu. Tout disparaissait. Tout était en train de disparaître. Elle prit alors son journal intime, qu'elle ouvrit calmement. Elle prit un bic sur lequel elle appuyait avec violence, se disant qu'elle pouvait écrire un nouveau plan, mais qu'il allait lui falloir du monde. Elle prit alors ce bic sur lequel elle appuya violemment. Elle ouvrit le bic et avec son bic, elle écrit « 2e jour. Ce jour est à marquer d'une pierre blanche. Aujourd'hui, je vois un néant. Mon plan se détruire. Sous mes yeux, je vois mon plan se détruire. Seulement, je ne me suis pas encore accaparé de porcelaine et son petit ami vulgaire. Je ne me suis pas encore accaparé de porcelaine et son vulgaire petit ami, qui ne sert pas encore à grand-chose dans mes plans. Certes, à la ligne, point. Il va me falloir une équipe pour ça. Et je pense déjà recruter Veronica Hastings pour avoir une défense contre Figgins. Car sachez-le ou non, Monsieur Figgins est toujours le directeur derrière moi. Mais je suis en tête de ligne. Je vais convaincre cette école, convaincre les élèves, créer une audition s'il le faut. Je leur rendrai la rédemption. Mais Figgins, jeté dans le collimateur. Figgins était à son bureau, lorsque Sue s'interposa. Mettant ses pieds sur la table, se jetant sur le fauteuil, il lui dit alors « Figgins, écoute-moi bien. Ce soir, je sors. Ne me suis pas. » Phrase qui laisse à désirer pour Figgins. Ne me suis pas veut évidemment dire pour tout élève, pour tout prof, pour toute personne que l'on a envie de suivre cette personne qui va partir. Elle lui dit alors « Figgins, ne me suis pas. » En le regardant droit dans les yeux, figé, Figgins n'arrivait plus à bouger. Elle partit, et elle laissa Figgins, seul, nettoyant les sols, car il n'avait été réduit qu'à ça. Il n'avait été réduit qu'à ça, plus bactère. Plus bactère, il avait été réduit à ça, nettoyer les sols, après que les lycéens soient partis, que Kurt et Blaine aient pris leur voiture. Elle recruta alors Veronica Hastings, qu'elle avait écrite sur son bras, pour bien la retenir, sur un papier qu'elle gardait dans sa poche. Elle était partie, et Figgins nettoyait les sols. On pouvait entendre l'humidité de l'eau qu'il y avait sur le balai. Nettoyer les sols en faisant des petits cercles près des casiers. Nettoyer les casiers et passer la poussière dans les fentes qui ne laissèrent aucune trace sur le dos de Kurt lorsqu'il était encore harcelé. Bizarre d'ailleurs, pour des casiers. Cela ne laissait aucune trace lorsqu'il se faisait harceler. Mais maintenant qu'il a pris tête à ses harceleurs, Figgins nettoyèrent donc ce soir-là tranquillement les casiers, les uns après les autres, alors qu'il y en avait des centaines et des centaines. Et ils les nettoyèrent les uns après les autres. Sauf que Sue n'en avait pas terminé avec Figgins. Il nettoyait peut-être les casiers, les sols lorsque tout le monde était parti, que les chewing-gums étaient collés en dessous des tables et qu'il devait les enlever à main nue avec une petite pelle et nettoyer les bancs avec une brosse à dents. Sue l'avait peut-être mis à cet étage-là, plus bactère, ce qui était impossible. Sue était coriace, vulgaire, méchante et insatiable. Elle était partie, mais elle avait couvert de honte avant de partir.
Elle l'avait couvert de honte, elle l'avait couvert de ce qu'il ne pouvait imaginer. Un t-shirt blanc, sur lequel il était écrit Klein, avec Kurt et Blaine qui s'embrassaient. Et il lui a dit, tu vas mettre cette casquette Klein avec ce bel autocollant sur le front, ce petit pins, ce t-shirt blanc, cette belle photo à l'arrière et mon logo Klein que j'ai moi-même fabriqué. Elle lui donna le t-shirt, elle lui donna l'uniforme, elle lui donna la casquette, le pins et l'autocollant qu'elle lui colla sur le front. Il devait nettoyer le sol comme ça. Sue, encore plus insatiable qu'on ne pouvait le penser, laissait à désirer, car Figgins, lui, n'avait aucun droit par rapport à Sue. Il était juste son bouffon, la personne qui nettoyait le sol pour elle, qui nettoyait après elle lorsqu'elle partait. Habillé dans cette tenue, il nettoyait les sols, et Sue laissait à désirer un détail qu'elle avait oublié, qu'elle avait négligé, en passant devant Figgins, fière d'elle, le buste levé, figé comme un i, passant devant Figgins qui nettoyait les sols, qui baissèrent la tête devant elle. Elle lui tendit un regard fier d'elle, un regard qu'il n'avait jamais vu auparavant. Un regard qu'il n'avait jamais vu auparavant. Sue lui tendit ce regard et elle le regarda, d'un air un peu suspect, mais contradictoire, et lui lança ce regard et lui dit « J'ai négligé un détail. » Elles s'avancèrent vers un compteur électrique. Elles allumèrent un interrupteur qui éteignait toute la lumière du couloir, un deuxième et un troisième qui éteignaient les lumières du couloir gauche et droite, le quatrième qui éteignait la lumière de la porte du lycée, la sortie autant que l'entrée. Et ensuite, elle alluma un bouton qui était rouge, mais qui devint vert lorsqu'elle appuyait dessus. Elle se retourna avec son regard négligent, avec son regard insatiable, qu'elle tendait vers Figgins qui nettoyait les sols et qui baissèrent le regard devant elle, qui baissèrent sa garde. Elles regardèrent alors Figgins, et elle lui dit, en levant les yeux au ciel, elle lui dit alors, « J'avais négligé un détail. » Elle fit un geste de la tête vers le coin du dessus. Vers le coin du dessus du plafond, elle fit un geste de la tête en levant les yeux au ciel. Et elle dit alors, « J'avais négligé un détail. » Elle était en train de tout filmer, tout ce qui s'était passé, le fait qu'elle lui avait donné la tenue, qu'il l'avait enfilée, qu'elle lui avait collé un patch sur le front, qu'elle lui avait mis un autocollant sur la tête, qu'elle lui avait mis une casquette et un t-shirt rose, qu'elle lui avait donné son uniforme et qui nettoyait les sols, qu'il avait été traité plus bactère. Cela amusait Sue de traiter les gens plus bactères, de la voir comme étant la meilleure, comme étant la plus forte, la plus grande, la plus haute, la plus importante, la plus intelligente. Cela l'amusait. Ce soir-là, elle a mis les caméras en route. Comme ça, peu importe l'endroit dans lequel il se trouvait, dans lequel Figgins se trouvait, il serait filmé, peu importe l'endroit. Et elle était partie en sautillant et en regardant Figgins, toujours avec cet air menaçant. Elle était partie, et elle dit alors, en partant et en sautillant, en tournant, et en dansant la valse toute seule, avec elle seule en dansant la valse, et en tournant dans les couloirs, en s'acharnant sur les casiers, en se rattrapant contre, en poussant contre les casiers pour pouvoir tourner une nouvelle fois. Elle atteignait la porte, tout en dansant, et en disant « Un jour, mon prince viendra ». Elle partait en chantant et elle disait « Un jour, mon prince viendra ». Figgins, s'énervé, releva la tête, l'air de la regarder comme une folle. Il releva la tête. Elle qui était en train de chanter « Un jour, mon prince viendra ». Comme une folle, elle était en train de danser dans les couloirs.
Figgins, qui se posait beaucoup de questions, beaucoup, cria alors dans les couloirs qui résonna. Les couloirs qui résonnaient, les casiers qui firent résonner la voix de Figgins, qui criait haut et fort lorsqu'elle chantait et qu'elle couvait le son de sa voix. Un jour, mon prince viendra, chantant faux comme une baleine. Elle était en train de sautiller et d'arriver à sa voiture, sur laquelle il était écrit location. Un des élèves était dehors, évidemment c'était Rachel, qui lui dit alors: vous comptez la rendre, la voiture de location? Sue qui regardait Rachel, tout en fermant la vitre, elle dit alors: la voiture de location, l'entreprise de location, appartient à une de mes copines, donc non. Elle partit, et Figgins, qui criait: un jour, je récupérerai mon métier, ma place, mon emploi, tout. Je récupérerai tout, ça. Elle s'était retournée, elle avait entendu. La porte s'était à peine fermée, la porte de sa voiture, qu'elle avait entendue. Je récupérerai mon endroit, mon lycée. Je récupérerai tout, tout, ça. Je serai un nouveau directeur un jour. Elle s'était mise près de la porte, avait ouvert et avait dit: ouais, un jour. Et elle était partie dans le garage. Un jour, mon prince viendra. Plus tard, dans la soirée, Véronica Hastings, c'est ça? Tournant autour de son bureau. Véronica Hastings était en pleurs et en pleurs. Elle était en pleurs. Sue déposèrent des papiers devant elle et lui dit alors: pourquoi? J'ai été désarmée. J'ai plus le petit marteau pour taper aux audiences. Elle était en train de pleurer toutes les larmes de son corps parce qu'on lui avait volé son petit marteau. Elle était en train de pleurer parce qu'on lui avait volé son petit marteau. Évidemment, c'était Melissa McCall qui avait son marteau parce qu'elle voulait frapper son fils. Elle voulait frapper Ella, qui leur avait tous les deux fait une blague. Son fils n'était pas blessé, mais avait simplement simulé une blessure pour qu'elle puisse lui frapper à coups de bandage, à coups de sparadrap, à coups de tout ce qu'elle avait trouvé. Il avait simulé une blessure pour qu'elle puisse courir dans les couloirs, faire un peu de sport et pouvoir courir après son fils pour pouvoir le taper à coups de sparadrap, le taper à coups de bandage, à coups de plâtre ou encore à coups de désinfectant, à coups de fil à coudre. Elle avait pris tout ce qu'elle avait trouvé pour pouvoir taper son fils et le rattraper. Et là, qui avait dit: oh, bah, je crois qu'il va bientôt mourir, hein, le sang noir, c'est pas commun. Elle est alors partie en courant derrière Ella, avec le marteau de Véronica Hastings, qui était en train de s'effondrer sur son bureau, de pleurer sur les dossiers qui étaient en train de se noyer dans ses larmes. Pendant ce temps-là, dans le bureau, Sue dit alors à Véronica Hastings: vous êtes avocate, on vous a volé votre truc de parjure, enfin bon, votre marteau là. Tout en pleurant, Véronica répondit: oh, on m'a volé mon marteau, oui. Sue qui dit alors: ah, c'est pas grave, reprends-toi. C'est bon, des marteaux, j'en ai. J'ai des marteaux piqueurs, j'ai des marteaux à clous, j'ai des marteaux tout courts, j'ai des marteaux Et puis tu devrais voir mon lycée, ils sont tous un peu marteaux. Elle s'était relevée. Elle remit alors sa tunique noire. Elle remit sa petite tunique noire et elle partit. Elle était la première recrue. Et Sue qui lui dit sur le chemin: pour voler un marteau d'avocat, on obtient combien d'années? 4-5 ans. La prisonnière qu'elle avait engagée en tant que secrétaire fit alors avec un geste de la main: plus ou moins, peut-être. Avec un geste de la main, plus ou moins, je suis pas sûr.
Puis elle retourna à son boulot, le secrétaire. Et à côté, Ashley Mérine, qui avait été recrutée, qui n'avait d'autre choix que de faire mes dossiers. Je trie des dossiers, des dossiers, des dossiers. Victoria, qui passèrent à côté de Ashley Mérine, qui était en train de trier des dossiers. Victoria qui dit alors à Sue, vous êtes sûr qu'elle va bien? Mes dossiers, 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 toujours plus de dossiers, dossiers, feuilles, papier, ciseaux, encre, feuilles, dossiers, papier. Sue qui dit alors en regardant Victoria, bon c'est pas grave, elle a sûrement confondu la farine et l'ecstasy. Oui, j'avais fait venir de la farine du Pakistan, mais en fait j'ai fait venir de la farine et j'ai remarqué plus tard qu'ils avaient tous sniffé et c'était des stars. Voilà. Désolé. Pas grave, hein, ça arrive. La dernière fois, j'ai fait venir de la drogue et Ella, Montgomery, la mère de Aria, a mis tout ça dans un gâteau pour les desserts. Malia a fait 3 fois le tour de l'école, 650 fois le tour du lycée, 2 fois le tour du terrain d'athlétisme, a creusé 44 trous dans le terrain, a fait 64 chorégraphies avec tout le monde, a été chercher 50 fluos jusqu'à ce que Styles tombe d'effondrement par terre. Et tout ça parce que j'avais fait venir de la farine du Pakistan et ces cons se sont trompés en mettant le Dexta. Elle avait tout sniffé, la conne. Tout. Véronica était déjà en train de noter. Alors, un port de farine, qui n'est autre que de la drogue. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre dans votre lycée? Ah, un jour, j'ai fait venir une pierre précieuse. C'était une tortue. Ils ont fait venir une tortue du Pakistan. Une tortue. À savoir, hein. On l'a appelée Gigi. Oui, comme la policière, on l'a appelée Gigi. Sauf que elle, la policière là-bas, oui, celle qui bouge pas là, c'est qui prend la photo. Elle, c'est Gigi Jarreau. Et elle, c'est Gigi j'aurais jamais rien. Bon, je vais arriver à le dire, hein, désolé. Bon. Là-bas, celle qui bouge pas. Tu vois, c'est Gigi Jarreau. Donc oui, normal, une policière normale, hein, un petit flingue, un insigne, et voilà. Et je ne bouge pas et je ne fais rien. Enfin, pas toujours normal. Et la tortue, elle s'appelle Gigi, comme elle, sauf que c'est Gigi j'aurais jamais rien. Voilà. C'est difficile à dire, mais c'est son nom. Il y a Gigi Jarreau, je ne bouge pas, je fais la lampe. Voilà, je fais la lampe. Oui, Gigi, tu peux facilement lui mettre une ampoule dans la main et puis après elle te l'éclaire avec Kira. Ça fait une lampe en fait, hein. Elle te tient l'ampoule, Kira met son doigt en dessous et puis tu as de la lumière. Il suffit d'appuyer sur la tête de Kira. Ouais. Bah, elle te règle la lumière, hein. T'appuies sur ses yeux, c'est très lumineux. T'appuies sur sa bouche, là c'est moins lumineux. Tu la frappes, elle éteint tout. Et puis après, tu as la petite tortue là qui a l'air de se demander dans quoi elle est, parce que dans quoi elle est embarquée. Et tu as donc cette tortue qui s'appelle Gigi j'aurais jamais rien. Et bon, c'est assez long comme nom, mais bon, voilà. Alors ici, c'est la classe de... oui. Oui, c'est un fil rouge. Oui. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, c'est un fil rouge. C'est la classe de Styles. Oui, je sais, c'est la classe de problème. Non pas problème, il y a un problème, comme tu as perdu ton marteau. Non, c'est pas ça. Problème comme un problème à résoudre. Voilà, donc par exemple, Styles, c'est quoi le problème que tu es en train de faire là maintenant? Un train part de New York et arrive à Bombay. Ce train arrive à Bombay sans avoir de rails. Où sont passés les rails et quand ont-elles été volés? Véronica, dis-moi que tu as des liens avec un asile psychiatrique. Oh oui! Et que non!
Ah bah il y a Radley, qui est l'un des meilleurs. Oui, à Radley, on se sent toujours bien. Même si on est fou, on se sent bien. À Radley, on se sent toujours bien. Oui, bah appelle. Parce que lui, il se sent pas bien. Ensuite, tu as le cours de gym, qui est... Attends que je me retrouve parce que c'est le bordel ici. Qui est ici. Voilà, le cours de gym, c'est à peu près cette salle-ci. Alors, c'est animé par ta fille, Spencer. Voilà, désolé. Désolé. Oh, c'est pas grave. Un jour, tu y arriveras, petite grande femme. Oui, oui, je sais. Je sais pas où elle a été chercher ça. Bon, et tu as le coach personnel de Spencer, car Spencer n'est que là pour les encouragements. Elle n'est là que pour les encouragements. D'ailleurs, elle encourage très bien. Tu aurais dû voir la dernière fois, j'étais en train de taper une lettre sur mon ordinateur. Elle est arrivée, elle a ouvert la porte sans rien dire. Elle a fait Tu vas y arriver, grande petite femme. J'ai pas compris sur l'instant, mais bon, maintenant je me suis habitué à ce qu'elle dise Tu vas y arriver, petit grand homme. Ça, parce qu'elle dise ça en fait. Voilà. Je me suis habitué. Je me suis habitué. Et ici, donc, on a le coach sportif, Mezikin. Tu vas me soulever ces putains d'haltères ou je te fais bouffer mes lames dans 3 secondes. Ouais. Bon, elle, c'est plutôt... Je sais pas, disons qu'elle a, elle a du mal avec la gestion de la colère. Donc, concrètement, oui. Oui, il faut savoir qu'au cours de gym, généralement, tout le monde a peur du cours de gym parce qu'ils sont en train d'agoniser avec Mezikin. Mezikin, la dernière fois, il y avait un élève qui était censé faire des squats. Il en a fait 2. Il a une... Il en a fait 2, des squats avec Mezikin. Hein. 2, 2. Il a dit aïe au premier. Il était parti sur 20 000. Il était parti sur 20 000 squats. Bon, alors Mezikin, elle était comme ça, une main derrière le dos, un petit cocktail en main, et hop, et hop, et hop, et hop. Alors lui, c'était j'en peux plus. Faites-moi sortir de ce cauchemar. Voilà quoi. Bon, tandis que Mezikin, elle, c'est un petit cocktail en main, un hop, et hop, et hop, allez, on continue, hop, et hop, allez, et ça va toujours mieux pour les squats, hein? Vous suivez le mouvement. La dernière fois, là tout de suite, je sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux que je te dise ce qui s'est passé? Tu veux que je te dise? Je lui ai mis des haltères. Normal, hein, on est en cours de gym, hein, des haltères. Cours de gym. Alors je lui ai mis des haltères, je lui ai dit avec toi on va travailler les bras. Ce qu'on est censé faire. Il est censé me les soulever, sauf que j'ai mis 200 kilos de chaque côté. Il m'a dit que c'était trop. Il n'y arrive pas. Alors maintenant je le menace de bouffer mes lames si jamais il le fait pas. Hein? Voilà. Ok. Donc, je note. Menace invétérée et violence incontrôlable. D'accord. Mais bon. Bon. Ici, tu as la classe de théâtre. Simple. Ici, tu peux prendre la poussière en 1 minute. Regarde, tu vois? Tu vois le grand dadais là? Non, ferme la bouche. Ferme la bouche. Non, 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 en fait, ne regarde pas. Ne regarde pas. Tu vois le grand dadais là? Oui, le grand. Et celui-là. Non, qui a pas de t-shirt. Je t'ai dit de pas le regarder. Oui, bah regarde. Je t'ai dit pas de le regarder. Oui, mais regarde l'autre. L'autre à côté, putain. Putain. Et bon, ils ont tous les deux pas de t-shirt. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, regarde par terre, regarde leurs chaussures. Oui, bah, tu vois, avec eux, avec ils bougent pas et qu'on est en cours de théâtre et d'expression, t'as facilement le temps de prendre la poussière en 1 minute.
C'est pour ça qu'il y a Prentice qui est là aussi, en fait. Hein, c'est pour ça. Faut pas se demander pourquoi Prentice et Emma sont là pour ranger, parce que tu as facilement le temps de prendre la poussière en 1 minute en cours d'expression avec ces deux là. Ensuite, tu as un troisième sur le côté là-bas qui drague tout ce qui bouge. Regarde, il est en train de draguer Malia. Seulement Malia le regarde comme un con parce qu'il a pas acheté des bâtons. Enfin, non, parce qu'il a pas acheté des fluos. Malia ne va chercher que les fluos. Bizarrement, on ne sait pas pourquoi. Et voilà. Et donc, oui, elle te regarde. La dernière fois, j'étais avec Charlotte Richards, elle lui a acheté un bâton, elle l'a regardé comme un guignol. Voilà. Ça, c'est Malia. Donc, voilà, Malia. Allez, va chercher. Voilà. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? Je vais pas la laisser dans nos pattes. Ensuite, on a l'élève le plus discret au monde, qui est quelque part. Oui, il est toujours quelque part, on ne sait jamais où, parce qu'il est... Oui. Disons que son pouvoir, c'est d'être invisible, alors c'est pour ça que je dis quelque part. Il est quelque part, je ne sais pas où il est concrètement, mais il est sûrement très bien camouflé. Jusqu'à ce qu'on entende une armoire tomber, un livre, un bouquin, 2 dictionnaires, et qu'on chante la samba en regardant qu'il est par terre juste devant nous, et qu'en fait, il n'est pas du tout discret. Voilà. Oui, bon, la dernière fois, j'étais en train de danser la samba en cours virtuel. J'ai vu un dictionnaire tomber, mon armoire, mes livres, mon journal intime. J'ai vu tous mes trophées tomber par terre, la vitre se briser, les lames de mésikine traverser la pièce. Et au bord, j'ai vu un petit gars là apparaître, redevenir normal. Bon, bah voilà. Je te présente la discrétion incarnée. Correct. Oui, c'est la discrétion incarnée. Ensuite, tu as ma seconde secrétaire. Pam. Non, c'est pas parce qu'elle est tombée par terre qu'elle s'appelle comme ça. Tu as Pam. Alors Pam, c'est le diminutif de Pamela. Bon, elle prétend avoir une famille ou... Pardon, je me suis trompé. Bon, Pam prétend avoir une famille, elle m'a raconté cette histoire plein de fois. J'ai pris la poussière autant qu'au cours de théâtre. Elle prétend avoir une famille avec une mère qui s'appelle Pif, un papa qui s'appelle Pouf, un frère qui s'appelle Pomme. Quand elle m'a dit qu'elle avait un frère qui s'appelait Pomme, je lui ai répondu Poire. À la fin, elle m'a répondu salade de fruits. Voilà. Ce qui a attiré Ella, qui est venue, ce qui a attiré la mère de Marley. Elles sont venues, elles nous ont fait une choucroute en classe. Et comme j'avais dit pomme, comme j'avais dit poire, comme elle m'a dit salade de fruits, ça a attiré l'autre, Rossi, votre directeur, celui qui fait des pâtes. Ils nous ont fait une choucroute, des pâtes, une salade de fruits. On a mangé en classe. Alors que c'était l'anniversaire de personne. Même pas le mien. Encore moins celui de Kurt ou celui de Blaine. Je les faites pas ceux-là. Donc voilà. Donc évite de demander des choses sur sa famille parce qu'elle va te répondre qu'elle a un frère qui s'appelle Pof, qu'elle a une maman qui s'appelle Pif, qu'elle a une demi-sœur qui s'appelle Poum, et que toute sa famille s'appelle Pim Pam Poum. La dernière fois, j'ai entendu qu'elle avait un demi-frère venant d'une famille inconnue qui fait quand même partie de sa lignée, qui s'appelle Ping Pang Pong. Bon, Pam, revenons à elle. Oui, très drôle. Pam. Pam est chargée des 490 clés. 490, oui. Pourquoi? Ah, tu la connais? Elle ne sait pas garder une clé. Bah, figure-toi que j'allais venir. Elle ne sait pas garder une clé. La dernière fois que je l'ai vue garder une clé, c'était dans un commissariat de police. Oui, elle était policière avant. Oui, elle était dans ta branche, dans ton milieu, elle était policière. Bon, elle avait gardé une clé qu'elle avait mise à côté d'elle. Le temps d'écrire une phrase sur 2 paragraphes avec 3 virgules et un point. Elle regarde sur le côté, la clé est plus là. Bon, elle a demandé à sa fille, et évidemment, c'était pas elle. Elle a demandé au commissariat. Erreur. Elle a demandé au commissariat. Erreur, son boss est venu la voir. Je vous avais demandé de garder une clé, a dit-il. A-t-elle dit, bah, j'ai gardé la clé. Puis elle a répondu, mais je l'ai gardée très loin de moi. Tout. Écoutez-moi, hein, tout.
Tout. Non, Ashley, ne m'écoute pas, toi. Tes dossiers sont là. Tes dossiers sont là, tu t'occupes de ça. Tout le commissariat a dû faire une enquête autour de Pam pour... J'ai gardé cette clé, mais très loin de moi. On a fait une enquête, on a retrouvé la clé dans un petit seau sur lequel il était écrit Pam, avec un couvercle au-dessus, au fond d'un lac. C'est parce qu'elle a été foutre, mais on a mis ce truc là-bas, au fond d'un lac. Il était écrit Pam. Ashley Mérine, elle, il faut juste éviter de la faire passer dans les classes. La dernière fois, elle est passée dans la classe d'illustration théâtre. Enfin bon, disons qu'elle a pris la poussière en quelque temps, mais elle en est ressortie propre parce qu'il y avait Prentice. Elle est rentrée dans la classe de théâtre. Bon, ça a fait rire les jeunes. Hein. Ils ont été dépoussiérés par Prentice. Ça a fait rire les jeunes, mais derrière les deux qui ne bougeaient pas, hein, derrière les deux qui ne bougeaient pas, elle nous a classé les dossiers par couleur, les feuilles par année, les livres par an, par auteur, par écriture. Je sais pas si... Un jour, elle m'a même fait chronologiquement les couleurs, alphabétiquement les lettres, et elle m'a mis les dossiers avec ceux qui étaient du plus important au moins important, par couleur, chronologiquement et par lettres, alphabétiquement. Bon, j'étais sur le cul. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a répondu je m'ennuyais. Je lui ai dit d'aller aider Pam à trier les clés. Je lui ai dit d'aller aider Pam à trier les clés, hein, ce qui paraissait évident parce qu'elle s'ennuyait. Donc je lui ai dit d'aller trier les clés. Pam, pam, pam. Là, évidemment, je prends pas ça comme une métaphore, mais pam, explosion. Il n'y avait plus aucune clé. J'ai appelé Alison, à la rescousse. Non, pas Di Laurentiis. Di Laurentiis, elle reste là où elle est. En prison. Voilà. J'ai appelé Alison, Argent. Voilà. J'ai appelé Argent. C'est son père qui est venu. J'ai appelé Argent. C'est Amenadiette qui est venu. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est parce que je l'avais appelé les mains jointes. Donc c'est Amenadiette qui est venu. Un truc comme ça, un truc dans le genre. Bon. La dernière fois, j'ai appelé Argent. C'est son père qui est venu. Puis ensuite, c'était Alison. Mais elle s'est barrée parce qu'elle en avait trop marre que je l'appelle Alisson. Oui, c'est son nouveau surnom. Alisson. Alisson, son, et on danse, et on danse. Alisson, son, et on danse les chiffons. Oui, et je m'amuse. Je m'amuse avec les noms, hein, ça va, j'ai bien le droit d'appeler mon élève préféré s'appelle Porcelaine. Oui, j'en ai un qui s'appelle le sosie raté Brad Pitt, mais c'est pas grave. J'en ai un qui s'appelle le sosie raté Brad Pitt, j'en ai un qui s'appelle Porcelaine, j'en ai une qui s'appelle Pam, j'en ai une qui s'appelle... à ce stade-là, je veux dire, si j'ai un élève qui s'appelle Citron Garni, voilà. Ben, j'ai Pam, qui prétend avoir rencontré Pif, qui prétend avoir connu Pouf, qui prétend avoir rencontré Pim Pam Poum. J'ai un élève qui s'appelle Porcelaine, j'ai un autre qui s'appelle le sosie raté Brad Pitt. Si j'en ai un qui s'appelle Citron Garni, je le garde. J'aurai la famille des dingues. On est tous marteaux ici. D'ailleurs, ton marteau, il est dans le couloir. Peut-être que pas. Faut demander à Mélissa. Elle est avec Ella. Pas celle de la cantine, hein. La petite, là, avec l'appareil photo, qui est en train de se faire tuer. Ah, vas-y vite si tu veux pas la retrouver sur ta table d'autopsie. Bah oui, je te conseille d'aller récupérer ton marteau si tu veux pas faire. Faites entrer l'accusé, Mélissa. Vous êtes accusé d'avoir tué Ella, qui d'ailleurs est toujours vivante en cuisine. Voilà.
Après cette magnifique journée, je pense que j'ai été voir la psy. Première heure. Tu vas y arriver, petite grande femme. Deuxième heure. Corée qui a essayé de passer derrière moi, qui a renversé un dico, qui est tombé sur la tête de la psy. Oui, c'est... Oui, Mélinda a reçu un dico sur la tête. D'ailleurs, en parlant de dictionnaire, Rachel les a chantés à Ezra qui essayait de détourner son attention sous la forme de chansons. Chaque page. 986 pages chantées sous forme de chansons. Je ne sais pas combien de mots, combien de manières de les expliquer et chanter en chanson. Il a fait une dépression nerveuse, il est parti en intox, en désintox. Bon, première heure avec la psy. Corée qui passe derrière moi, qui me renverse un dico sur Mélinda, qui tombe par terre, sur Lia, qui tombe par terre. Bon voilà, j'étais un peu troublé. Bon, la première phrase qu'il a su me dire, évidemment. Linda Martin, la première phrase qu'elle a su me dire, c'est quel est votre problème? Après un dico lui est tombé dessus. Une armoire est tombée sur elle, elle est restée droite. Elle avait les yeux ouverts, hein, mais elle est passée à travers l'armoire. Sa chaise est restée tout aussi droite. Je me suis demandé pendant un instant si elle n'était pas en fer ou si l'armoire n'était pas au carton. Après que Corée soit passé, bah, il est réapparu. J'ai entendu un minuscule oups et j'ai entendu une porte se fermer. Je me suis dit, ah, bah, c'est ça la discrétion de Corée. Pas grave. Il est parti. Bon, j'ai vu apparaître une nuée de paillettes qui sont tombées du ciel. Dans, euh, dans les canalisations au-dessus de nous, dans le faux plafond, j'ai entendu j'ai fait tomber mes paillettes. Après, il y en a une qui est venue s'installer à côté de Linda Martin, qui faisait ses ongles. Il y en a une qui est rentrée, Ella. Non, pas Ella Cuisine, Ella Photo. Et pas Ella non plus. Oui, il y a Ella, hein, Ella. Et il y a Ella Photo, il y a Ella Cuisine, et voilà. Moi, c'est Ella Photo et Ella Cuisine. Bon, Ella Photo est passée, et ben Ella, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris des photos. Oui, je sais, ça fait beaucoup d'Ella à retenir, mais Ella est passée, elle a fait une photo, elle est partie, elle est revenue. Après, j'ai eu un Lucifer Morningstar qui est rentré, qui a ouvert ses ailes, qui m'a déglingué toute la classe, qui est reparti et qui a pété le mur. Ensuite, j'ai eu une nana qui joue avec des couteaux, qui est venue, qui s'est amusée aux fléchettes. Et j'avoue que j'ai eu peur pendant un moment. Bon, ma psy s'est retrouvée avec un livre à 3 pages, collé au mur, accroché par une dague. Elle est partie. Et moi, je suis rentré chez moi. Et je crois que je ne reviendrai peut-être pas. Je ne reviendrai peut-être pas avant jamais et demi. Enfin, quand je dis que je reviendrai jamais. Surtout quand je reviendrai jamais avant jamais et demi. C'est peut-être parce que si je rentre chez moi, c'est pour me jeter par la fenêtre. Mais si ça se trouve, même chez moi, en me jetant par la fenêtre, ou ici, je vais atterrir sur un matelas, en guimauve glacé, avec de la glace tout autour de moi, qui a été versée par Brittany, sur lesquels je trouverai autour de moi quelqu'un qui prétend être Dieu, mais aussi le chorégraphe de Rachel, et qui fait danser la moitié des élèves de mon école. Voilà pourquoi j'ai pas envie de rentrer chez moi, et que j'ai pas envie d'abandonner ce que je fais. Parce que si ça se trouve, il y a une chance sur deux pour que j'atterrisse sur un matelas en guimauve, avec un chorégraphe qui s'appelle Dieu, Rémiel, Rachel, Azraël, et l'autre là, comment il s'appelle? Amenadiel. Et son frère, euh, Lucifer. Mais qui a aussi un putain de nom qui se termine en L.
Donc voilà quoi. C'est pour cette raison que j'ai pas envie de me défenestrer ici. Parce que j'ai une chance sur deux de me défenestrer chez moi et d'atterrir sur un matelas en guimauve, comme je vous l'ai dit, avec de la glace tout autour qui aura été versée par Brittany dans des petits pots en glaçons, avec du champagne qui aura été sûrement fait et fabriqué par l'autre, là, comment elle s'appelle déjà? Mézikine, qui travaille dans un bar qui n'existe même pas, qui est sûrement un arpin d'herbe sur lequel elle a versé des glaçons et elle a mis des alcools. Elle verse sûrement déjà de la tequila à tous ceux qui sont déjà assez drogués comme ça dans des verres en carton. Et si ça se trouve, si je me défenestre chez moi, bah, je trouverai ça par terre, juste en face de chez moi, alors que je ne suis même pas au lycée et que je ne suis même pas encore revenu. Et mon journal intime, il servira sûrement de lance-pigeon à quelqu'un qui est en train de tirer à la carabine. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai pas envie d'abandonner, parce que je sais que quoi que je fasse, je suis prisonnier dans ce truc voilà quoi. Parce que l'autre avec son tu peux le faire, grande petite femme, et l'autre là qui est invisible, quand il bouge pas il est discret, mais quand il bouge, c'est un peu la cacophonie quoi. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai pas envie d'abandonner. Parce qu'avec tu peux le faire, grande petite femme, l'autre qui joue aux fléchettes avec ses lames, celui-là qui est invisible, mais qui quand il bouge, on dirait la patrouille des éléphants. Concrètement, on va pas se mentir. Parce que Corée, je l'ai déjà vu bouger d'une classe à une autre, c'est la patrouille des éléphants. La 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 la. Effectivement, quoi. Avec l'autre qui joue aux fléchettes, avec Rémiel, avec Azraël, avec Michel, avec Lucifer, avec Amenadiel. Et puis en plus, j'ai Dieu qui se prend pour un chorégraphe. Et j'ai Charlotte Richards, apparemment la déesse de la création, qui se prend pour ma tutrice légale qui est en train de juger mon lycée. Et vous qui êtes en train de me dire que tout ça vient d'un stress intérieur. Bah, très souvent, vous savez, les stress intérieurs sont dus à des choses du quotidien. Oui, très souvent. Très souvent, les stress intérieurs sont dus à des choses comme tu peux le faire, grande petite femme. Ou encore Amenadiel, Rémiel, Azraël. Oui, enfin bon. Je préfère déjà garder ça pour moi parce que moi, si je dis Azraël, Rémiel, Mézikine, Azraël, Rémiel, Amenadiel, si je dis tout ça à une de mes élèves, déjà si c'est Brittany, elle va me sortir Amenadiel, Rémiel, Caramel. Je suis désolé, mais voilà quoi. Donc je préfère garder mon stress intérieur pour moi, avec son tu peux le faire grande petite femme, avec Azraël, Rémiel, et l'autre qui va finir par me dire Caramel, en touillant dans une petite marmite, en chantant Assalagadou, Amadikabou, Abibidibou. Voilà.